Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Le président de la République, Paul Kagame, estime que les réalisations actuelles du Rwanda laissent planer beaucoup d'optimisme que, piloté par sa jeune population, l'avenir du pays sera radieux. Le chef de l'État a fait cette indication à l'occasion du sommet connu comme Milk in Asia 2024 qui se tient à Singapour. Les détails ici avec notre confrère Jean-Damascène Maneshimwe. Les discussions entre le président de la République Paul Kagame et le directeur du centre dénommé Milken Institute se sont focalisées sur les parcours de transformation socio-économique du Rwanda. Répondant à la question de savoir comment justifier le progrès spectaculaire du Rwanda dans plusieurs domaines aujourd'hui, le président Kagame a montré que le leadership rwandais s'est inspiré du passé tragique du Rwanda et décidé d'aller de l'avant sans jamais reculer. Premièrement, nous avons eu une histoire tragique que le Rwanda a connue, mais nous l'avons laissée derrière. Et pour pouvoir avancer, il nous a fallu faire des choix politiques si vous voulez. Mais tout a commencé par mobiliser tout un chacun pour comprendre la raison d'être de ces choix adoptés. Et nous avons compris que la politique ne pouvait pas tout résoudre. La politique est une bonne chose, mais seulement quand elle crée un environnement qui permet à d'autres choses de se réaliser. C'est ainsi que nous avons embrassé l'environnement des affaires et décidé d'attirer des investissements. Vu le pas franchi par le Rwanda aujourd'hui et combien il a beaucoup investi dans le développement humain, avec un accent particulier sur les jeunes, qui constituent la majorité de la population, le chef de l'État rwandais a laissé entendre que l'avenir du pays est radieux, précisant tout de même qu'il faut toujours travailler d'arrache-pied pour que cela devienne une réalité. Et chaque jour, nous conversons avec eux et nous leur disons que rien n'est acquis d'avance, qu'ils pensent d'abord à ce qu'ils veulent réaliser. Et vu le progrès obtenu, je crois que l'avenir est radieux et nous souhaitons du meilleur à notre population et sur base des avancées enregistrées chaque année, je me dis que cela est réalisable, tout comme il est très facile de détruire ce qui a été réalisé. En fait, notre histoire nous donne deux leçons. La première, l'être humain peut faire des choses terribles, y compris sa propre destruction. Mais il y a une autre face. Passé tout cela, l'être humain a un meilleur côté qui peut le conduire à un avenir meilleur qu'il mérite. Chez nous, au Rwanda, nous sommes entre ces deux réalités. Le président de la République Paul Kagame est depuis hier 18 septembre à Singapour pour une visite de travail. Les deux pays s'étant engagés à approfondir les liens de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Place à présent à la page justice avec la partie de la défense dans le procès en appel de Jean-Baptiste Mudimba auprès de la chambre spécialisée de la haute cour de Nyanza dans le sud du pays, cour en charge des crimes internationaux et transnationaux, s'est donc exprimé ce jeudi à propos des raisons qui ont fait que leur client soit condamné à 25 ans de réclusion après qu'il soit jugé coupable des crimes de génocide et de conspiration en vue de commettre le génocide, comme nous l'explique ici Kassim Youssouf.
La défense a démontré que les raisons qui expliquent la peine de 25 ans de réclusion infligée à Mugimba Jean-Baptiste sur base de ce que les témoins ont présenté au juge à propos notamment de la réunion sur la préparation du génocide tenue au domicile de Mugimba Jean-Baptiste le 8 avril 1994, que certains disent qu'elle a bel et bien eu lieu et d'autres qu'elle ne s'est pas déroulée chez l'accusé, mais ailleurs, trouvent qu'il y a eu contradiction sur un même fait et qu'ainsi ce témoignage ne devrait pas constituer de base pour prononcer le verdict. La partie de la défense a donc demandé à la Cour d'appel de ne pas accorder de considération au dire des témoins que l'organe national des poursuites judiciaires a présenté. L'accusé Jean-Baptiste Mugimba a également indiqué que ce qui a été dit par les 4 témoins présente de contradictions et qu'il trouve que l'appel qu'il a interjeté est fondé. Le ministère public a de son côté indiqué que les propos de la défense et de Jean-Baptiste Mugimba ne sont pas à tenir en considération parce qu'il n'y a pas de contradiction et que la réunion s'est bel et bien déroulée. Mugimba Jean-Baptiste a complètement réfuté que la réunion en question s'est tenue à son domicile. Se référant à d'autres procès dont la comparution s'est déroulée au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, il a fait savoir que lorsqu'il s'agit de ce qu'il a dénommé autodéfense ou défense civile, les résolutions de ces procès auprès le TPIR indiquent que lorsque le pays est attaqué et que des réunions sont organisées, la mise en place des barrières et l'élaboration des listes ne constituent pas de crime, mais que le crime incombe à ceux qui ont participé au massacre et qu'ainsi les crimes dont il est accusé, notamment la planification du génocide et la conspiration pour commettre le génocide, devraient être rejetés. L'organe national des poursuites judiciaires, se référant également à d'autres procès jugés par des tribunaux internationaux, a démontré que lorsqu'il y a organisation d'une réunion où des décisions d'extermination de personnes sont prises et qu'on ait mise en place la manière par laquelle les massacres seraient effectués et le matériel qui serait utilisé, tout cela constitue un crime punissable par la loi et que si Mugimba Jean-Baptiste a été jugé coupable de crimes de préparation de ces réunions, son appel n'a pas de fondement. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Toujours sur le chapitre de la justice, on l'a appris il y a quelques jours avec notamment certaines personnes qui ont purgé leur peine et des personnes qui ont plongé dans le génocide perpétré contre les Tutsis qui étaient au Niger, en Afrique de l'Ouest ces derniers, dont un certain Zigila Nyirazo ou M. Z, qui ont donc purgé leur peine après condamnation par le tribunal international pour le Rwanda et dont les travaux ont été achevés par le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. Et on l'a appris avec notamment la République démocratique du Congo qui a exprimé à travers le mandat qu'il a accordé à un citoyen centrafricain, M. Diko, qui doit déjà travailler sur l'accueil sur le sol congolais de ces anciens génocidaires qui ont purgé leur peine. Tout à l'heure, on a contacté Maître Richard Dissagara. Il est avocat à Paris, à Pontoise précisément. Il nous a expliqué déjà qui sont ces personnes et surtout quel a été quels ont été leurs rôles dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Il revient également sur la légalité de la République démocratique du Congo à pouvoir accueillir ces messieurs. Alors, il s'agit de 6 personnes en fait, qui sont au Niger. Donc, c'est des personnes qui soit ont été acquittées par la Cour pénale internationale pour le Rwanda et d'autres qui étaient condamnées et qui ont été remises à liberté ou terminé leur peine et qui ont été confiées au Niger.
le Niger les a accueillis et aujourd'hui, en fait, ils habitent au Niger. Donc, une partie a été condamnée, une autre partie a été acquittée. Il s'agit donc de Prosper Mugiraneza, Prothèse Giranirazo, François Savien Zone Meye, André Hagerura, qui avaient été acquittés, ainsi que les condamnés qui ont terminé ou qui ont été remis en liberté. C'est Anatole Sengiumva, Tarsis Mouvouni, Alphonse Neziliayo et Innocence Agaoutou, le capitaine Innocence Agaoutou, qui ne fait pas parler de lui pour la première fois. Alors, sur cette liste figurent également des personnes. Déjà, il y a un des pays africains, ici je vais dire la République démocratique du Congo, qui a manifesté sa volonté et même mandaté quelqu'un pour déjà organiser tout cela. Maître, y a-t-il des pays où doit-on comprendre que tout pays est-il ou a-t-il le droit de donner, d'accorder une résidence, un domicile à ces personnes citées dessus? Ouais. Alors, pour répondre à votre question, il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Parce que ces personnes, une fois qui n'avaient plus de raison donc, de rester à Arusha, dans les locaux du tribunal pénal international pour le Rwanda, pour des raisons que je vous ai indiquées, parce que comme je vous ai dit, une partie d'entre eux a été acquittée, une autre partie a soit fini sa peine, soit remise à liberté avant la fin de leur peine. Ces personnes-là, le tribunal pénal international pour le Rwanda devait trouver un pays d'accueil, puisqu'ils n'avaient pas vocation à rester au sein de cette institution qui d'ailleurs allait clôturer. Et il s'est trouvé que le Niger a signé une convention avec le tribunal pénal international pour le Rwanda pour accueillir ces personnes-là. Et le Niger, normalement, devait les accueillir de façon temporaire. Et donc, le Niger les a accueillis en vertu de cette convention. Et le Niger, une fois qu'il les a accueillis, le Niger a décidé que ce résident serait temporaire et qu'après, il pouvait aller dans d'autres pays s'il trouve un autre pays d'accueil. Il s'est trouvé qu'aucun autre pays n'a voulu, en tout cas, pas d'autre pays, aucun pays n'a demandé à les accueillir. Et ils sont restés depuis la signature de cet accord, je crois que c'est en 2015. Je crois que cet accord a été signé entre le tribunal pénal international pour le Rwanda et le Niger. Et ces personnes, aucun autre pays n'a manifesté la possibilité, aucun autre pays étranger n'a manifesté la volonté de les accueillir. Et ces gens-là ne veulent pas revenir au Rwanda pour des raisons que l'on peut imaginer. Et donc, ils sont restés au Niger. Aucun autre pays n'a manifesté la volonté de les accueillir, à part, évidemment, d'après ce dont nous allons parler, à part le Congo, donc, comme vous venez de l'évoquer, qui a manifesté sa volonté de les accueillir. Et voilà, donc il faut dire que dans le monde, je ne suis pas surpris qu'aucun pays, à part peut-être là où ils ont commis les infractions qui leur sont reprochées, aucun autre pays ne veut accueillir sur son sol des personnes qui ont des choses aussi graves à se reprocher. Le fait que la République démocratique du Congo puisse se prêter justement à cet exercice et dire, écoutez, moi je vais les accueillir, on doit dire que jusque-là, la procédure ou la demande, elle passe dans les voies ou dans les procédures légales. Écoutez, je pense qu'en fait la question, il faut se poser là. Sur le plan juridique, le Congo est un pays indépendant. Il a la possibilité d'accueillir sur son territoire qui il veut. Et d'ailleurs, il faut se référer à la note verbale. Le mécanisme aussi explique que ces personnes-là peuvent aller dans le pays qu'ils souhaitent. Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est peut-être de ça dont on va parler, la question qu'il faut se poser de savoir pourquoi. Pourquoi seulement le Congo, dans le monde entier, le monde qui compte plus de 150 pays reconnus par les Nations Unies, pourquoi seulement le Congo? Mais si on reste sur le plan légal, sur le plan juridique, le Congo est un pays, la République démocratique du Congo est un pays indépendant, il peut accueillir qui il veut sur son territoire. Après, la question de savoir s'interroger sur pourquoi ces personnes et pourquoi aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, sur le plan juridique, oui, le Congo a tout à fait la possibilité de décider d'accueillir ces personnes sur son territoire. Doit-on dire...
Voilà, c'était là maître Richard Dissagara, avocat à Pontoise. Il exerce donc en France. Tout en restant sur le même chapitre, nous accueillons dans ces studios le journaliste et juriste également de formation, Tite Gatabazi Rutikanga, un observateur avisé de la région des Grands Lacs. Il suit depuis plusieurs années l'évolution de la politique dans la région. Tite, bienvenue dans nos studios. Oui, merci pour l'invitation. Déjà, l'analyste que vous êtes, quelle est l'analyse que vous faites de la volonté exprimée par la RDC et surtout le timing d'exprimer cette volonté d'accueillir ces anciens condamnés, ces anciens bourreaux dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda? Je crois qu'il y a plusieurs pièces dans ce puzzle et qui sont très intéressantes à relever comme ça. Regardez un peu depuis que Tshisekedi invite le M23 à Kinshasa. Il refuse de respecter l'accord qui a été convenu avec son ministre de l'Intérieur. Il y a un développement du discours de haine. Il désigne l'ennemi intérieur et il fait une fixation sur le Rwanda. Ça, c'est, on va dire, la première tranche. La deuxième, c'est quand les pays de la région se mettent autour de la table et disent il faut qu'on règle ces problèmes. Naissent la feuille de route de Rwanda et le processus de Nairobi. Regardez un peu à chaque fois qu'il est convenu quelque chose entre chefs d'État, entre ministres de l'Intérieur, à Kinshasa, Tshisekedi dit le contraire ou déclare le contraire. Regardez les personnes qui ont été accueillies par Tshisekedi, des personnes proches, très proches des FDLR. Dernièrement, le fils Habyarimana, Jean-Luc, était à Kinshasa. Le padre de Froké, Naïmana, était à Kinshasa. Ce n'était pas pour aller passer des vacances. Suivez un peu l'évolution. On va dire qu'ils ont été là pour baliser. Non, justement, un temps là, c'est une forme, on peut dire qu'on peut en déduire qu'ils étaient là pour baliser le chemin à tout ça? Ils répondent à un appel de Tshisekedi. Tshisekedi, en qualité de président de la République, a déclaré qu'il voulait déstabiliser le Rwanda, qu'il voulait changer le pouvoir au Rwanda et qu'il est prêt à s'associer à toute autre personne ou organisation dans ce sens-là. Il loge les FDLR. Il est en alliance avec les FDLR. Les FDLR sont l'émanation de ces génocidaires dont vous venez de montrer qu'ils veulent quitter le Niger pour aller à Kinshasa. Si on parlait de mauvaise foi, si on parlait de manque de volonté politique à Kinshasa pour le respect de Luanda et de Nairobi, maintenant on sait pourquoi. Alors il y a une corrélation, vous voulez dire, Tite, à vous entendre, qu'il existe aujourd'hui une corrélation entre la demande de recevoir et d'accueillir ces anciens condamnés à Kinshasa ou en RDC en tout cas, avec l'attitude du gouvernement de Kinshasa par rapport au processus de Luanda? De Luanda et de Nairobi. Quand Tshisekedi traîne les pieds, il veut gagner du temps. Il gagne du temps pourquoi? Quand Tshisekedi tient un discours, à la fois les FDLR c'est des coupeurs de route, à la fois ils sont inexistants, à la fois, oh là là, ils ont vieilli, hein? On attend qu'une chose, c'est de les enterrer. Mais non, il est en train de s'organiser. Ils arrivent à Luanda, ils donnent le chronogramme pour la neutralisation des FDLR. Entre deux, les courriers nous révèlent des choses. Entre deux, il est en train de mandater des personnes pour qu'on lui fasse venir qui? Parce que quand même l'observation laisse planer beaucoup de doutes sur la volonté politique de la part de Kinshasa lorsqu'on voit la date à laquelle le mandat a été accordé à M. Diko et aussi le processus, par exemple la réunion ministérielle, l'avant-dernière réunion, en tout cas, ça suscite plusieurs interrogations sur... Nous sommes le 15 juillet
quand le directeur de cabinet du chef de l'État, sur instruction du chef de l'État, donne mandat. À M. Diko. Après, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères à Luanda. On dit, on ne comprend pas très bien, on va confier ça aux experts. Les experts du renseignement se rencontrent. Et au Congo à et au Goma Rwanda. Et à Rubavu, ils font rapport. Les ministres doivent aller valider à Luanda. À Luanda. Arrivé à Luanda, que nous dit la République démocratique du Congo? Séance tenante, plus de neutralisation des FDLR, plus de dialogue avec le M23. Et pourquoi ça? Parce qu'ils sont en train de boucler leur dossier, l'alliance avec les FDLR qui sont la branche armée des génocidaires, et maintenant on va faire venir les pères du génocide. Alors, ils ont encore l'idéologie avec... C'est la question, justement, c'est la question. Plusieurs observateurs se posent la question de savoir, ces gens, ils sont quand même d'un certain âge, en tout cas la majorité d'entre eux, c'est d'un certain âge. Et vous, aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde, analyste que vous êtes, que représentent ces hommes, entre guillemets, amortis par l'âge? Quelle est leur capacité de nuisance pour le Rwandais qui traîne l'histoire triste de 1994? Qu'est-ce que ça représente les avoir juste à côté de la porte? Ça veut dire ceci. Prenez M. Stéphane Essel, qui est mort à 93 ans, qui est l'un des rédacteurs de la charte, la Convention internationale sur les droits de l'homme. Mais là n'est pas mon propos. 2 ans avant sa mort, il écrit un petit bouquin, Indignez-vous. Il soulève toute l'Europe. En Espagne, il y a changement de majorité grâce à ce qu'a écrit Stéphane Essel, l'influence idéologique. Sauf que lui demandait à la jeunesse de se prendre en charge. Prenez Robert Badinter, le père de l'abolition de la mort. Jusqu'au dernier souffle, il s'est battu pour la justice et pour les droits de l'homme. Et donc, ces gens, pour le peu qu'il reste, le dernier souffle, comme on dit, ils vont inoculer le discours génocidaire. Ils vont se battre pour finir le travail comme ils avaient promis de le faire. Et donc, quel est l'intérêt de Tshisekedi aujourd'hui dans le contexte sous-régional? C'est la question qu'on se pose. Quel est l'intérêt? Quelle est la volonté? Qu'est-ce qui se cache derrière, par exemple, la volonté de les accueillir? Y a-t-il un agenda titre? Il est reproché à Tshisekedi le discours de haine qu'il diffuse contre les Tutsis congolais. Il est reproché à Tshisekedi de faire du Rwanda le bouc émissaire de tous les maux qui ravagent le Congo depuis l'indépendance. Tshisekedi fait du valse. Tantôt il est avec les FDLR, tantôt il n'est pas avec eux, tantôt on voit le communiqué des FARDC lu par le général Ekenge qui interdit aux militaires des FARDC de s'associer aux FDLR. Ils arrivent à Luanda, ils disent oui, les FDLR sont chez nous et voici le chronogramme. Sauf qu'ils sont en train de faire des démarches pour faire venir les idéologues des FDLR. Il ne faut pas oublier que c'est ces gens qui ont créé le RDR dans les camps des réfugiés en 1994, avec l'aide de l'International démocrate chrétien belge. Il ne faut pas oublier que ces gens vont à Arusha en disant non, il n'y a jamais eu génocide. C'est le FPR qui a provoqué le génocide. C'est le FPR qui a descendu l'avion d'Abzarimana. Ça nous a pris combien d'années avec le rapport du juge Brugger pour qu'enfin le juge Trévidix vienne dire mon prédécesseur a été politiquement engagé, pour que le rapport du professeur Duclerc vienne nous dire tout ça c'était une cabale contre le Rwanda. Et aujourd'hui, vous reprenez les mêmes, vous les mettez au Congo dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, Tite, contexte qui est le nôtre aujourd'hui, dit Luanda, dit également Nairobi, ce sont les deux processus au cours de ces derniers mois
qui a été présenté comme les derniers remparts, sinon en tout cas les derniers espoirs pour le rétablissement et surtout le retour de la paix dans la région. Doit-on dire qu'avec ce retournement de situation, ou en tout cas la situation actuelle et l'attitude de la République démocratique du Congo, ça pourrait remettre le tout en cause, ça pourrait mettre à l'eau tous les efforts consentis depuis plusieurs mois? En tout cas, il faut le constater avec regret. Tout le monde avait commencé à se dire, cette fois-ci, c'est la bonne. Les experts de renseignement vont à Luanda. Ils travaillent à Goma pendant 2-3 jours. Ils arrivent à Rubavu. Je n'ai pas envie de demander à quelqu'un qui était présent, vous avez dormi combien d'heures? Mais au moins, ils ont produit le travail. Ils ont remis à leur ministre. On a vu le ministre Ndourundiré dire que la réunion, il a même précisé les heures, de 11h à 1h du matin. C'est quasiment... Non-stop. Merci, c'est gentil. Et tout ce travail-là, au prix de leur santé, mais au nom de la paix. On arrive à Luanda, qu'est-ce qu'on fait aux médiateurs? Qu'est-ce qu'on fait à tous les partenaires de la région? Qu'est-ce qu'on répond à l'Union africaine? Qu'est-ce qu'on dit à toutes ces bonnes volontés qui nous sortent des communiqués pour dire nous apportons tout notre soutien à Luanda et à Nairobi. Nous allons vous accompagner. Et il arrive là-bas, il plante tout le monde. Mais maintenant, on sait pourquoi. Parce qu'il est en train de faire venir les génocidaires. Parce qu'il nous ramène en 1994, où personne n'a respecté le droit international humanitaire. Peut-être pour terminer, parce qu'on nous dit qu'il reste 1 minute 30, à qui cette situation va profiter politiquement à la lecture des choses? L'attitude actuelle de la RDC, est-ce que ça va servir le gouvernement congolais? En tout cas, à mon sens, non, parce que, je disais tantôt, qu'est-ce qu'il va dire au médiateur? D'abord, lui le premier. Qu'est-ce qu'il va dire à l'Union africaine qui l'avait mandaté? Quel discours il va nous sortir encore quand on nous a dit que la présidence dit que le document du directeur de cabinet était un faux document. Mais celui qu'on a envoyé à Kampala, on l'a limogé aussi parce que son ordre de mission aurait été un faux. Mais les photos de Zanzibar, de la ministre qui ont été prises à son insu. On peut aller à Bujumbura, on peut aller à Addis Abeba. Partout où il va, Tshisekedi, même le discours qu'il va prononcer, ce sera un faux. Et donc, je ne suis pas sûr que maintenant qu'on le sait, les autres vont en tirer les conséquences. Voilà, c'est sur ces propos que nous mettons un point final à notre édition. En tout cas, merci beaucoup, Tite, pour cet éclairage. Merci en tout cas, à la lecture de la situation. Il va falloir continuer à suivre la situation de près. Merci beaucoup également à toutes les équipes qui nous ont permis de vous attendre chez vous pour cette grande édition en langue française. Je vous invite à rester fidèle au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.